Mesdames, Messieurs, au nom du comité exécutif de CRI Voix des Victimes, think tank international, je vous souhaite le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir à cette nouvelle rencontre qui sera consacrée au sujet d'actualité, à savoir la guerre ukrainienne, qui a et aura des impacts géostratégiques, économiques et sociaux au niveau international. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour la troisième fois en cette année notre cher ami Jacques Bou, qui s'est distingué dès le début de cette guerre par sa lecture méticuleuse de l'évolution des faits aboutissant à une guerre sans précédent. Ce qui est sûr et certain que l'expérience professionnelle d'un nos officiers a enrichi la thèse. Il va sans dire que la lecture de Jacques, vu sa singularité, a suscité beaucoup de réactions controversées, y compris des attaques orchestrées essentiellement par des machines médiatiques manipulées et ne tolérant pas le droit à la différence. Abstraction faite de tout cela, ce qui reste, c'est que Jacques a le mérite de résister et de défendre ses opinions bec et ongle. C'est pourquoi nous sommes fiers de l'inviter encore une fois pour exprimer notre solidarité avec lui, avec toute voix libre contre cette tendance dominante d'exclusion, d'étiquetage, d'exclusion de la différence. Personnellement, j'ai tiré de nombreux enseignements de cette guerre. De cette guerre, d'abord, l'hypocrisie, la manipulation, mais surtout la discrimination au niveau du traitement des victimes, puisque depuis 64 ans, on voit et on accepte et on normalise la liquidation de la peuple palestinien, on accepte et on normalise l'élimination des enfants cubains à cause de l'embargo, on accepte et on normalise avec l'élimination des enfants au Yémen, on accepte et on normalise la destruction de la Syrie, de l'Irak, etc. L'injustice est longue. Jusqu'à quand on juge de façon différente des choses strictement identiques? Merci infiniment à Jacques Bou d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais bien aussi remercier nos partenaires, FICA Genève, aussi la Fondation de paix de Genève, dirigée par notre cher ami, Dr Gabriel Galis. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter le bienvenu à notre chère amie Kamela Moral, qui sera la rapporteuse de cette séance. On va profiter de sa présence pour qu'elle nous donne quelques informations sur l'évolution de la situation puisqu'elle est spécialiste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la fin de la séance. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami Guémitan aussi. Je remercie infiniment Philippe Scheller pour le soutien et Ryan Nahdi aussi pour le soutien et Gilles, et je vous laisse la direction de la rencontre, Dr Galis. Merci infiniment. Merci, Dr Abdeljalid. Merci au CRI des victimes de faire une manifestation supplémentaire pour éclairer les citoyens de Genève et même au-delà de Genève, parce que la question de l'information est une question assez cruciale par les temps qui courent. Et la guerre caricature une mauvaise information. On a toujours la mauvaise information, mais en période de guerre, et celle-là en particulier, particulièrement une démonstration de la mauvaise information. Donc je vous remercie et préciser que je suis effectivement le directeur d'un institut de recherche pour la paix à Genève. J'ai quelques collègues qui sont avec moi, qui existent depuis 40 ans et qui essayent de faire des analyses les plus honnêtes possibles des conflits. Je dis honnête parce que objectif, ça voudrait dire que nous serions des objets. Or, nous sommes des sujets. Nous ne pouvons pas être objectifs, mais nous pouvons essayer d'être honnêtes. Ça fait quand même une différence. Et parmi les critères de l'honnêteté, il y a le débat contradictoire. Dans un tribunal, vous avez un procureur,
vous avez un avocat, vous avez un juge. Et le juge, il écoute les deux parties. Et ce qui est un peu inquiétant dans le contexte actuel, c'est que les deux parties ne sont pas entendues. Vous avez un seul point de vue. Donc, merci au docteur Abdel-Jedid et merci à ses collègues du Cri des victimes. Alors, je vais présenter rapidement Jacques Beau, que je fréquente depuis maintenant 3 ans sur différents plateaux, et dire que, personnellement, je l'ai découvert avant la question ukrainienne. Je l'ai découvert en 2020 avec son maître-livre. Il en a fait 5 ou 6, donc on pourra discuter de savoir quel est le meilleur. Mais enfin, pour moi, le meilleur, c'est quand même Gouverner par les fake news, qui est sorti en 2020, c'est-à-dire 1 an avant qu'on soit dans la mélasse informationnelle sur l'Ukraine. Et ce livre, il est sous-titré « 30 ans d'infox des gouvernements occidentaux ». Et il prend une série de questions, et dans ces questions, il aborde la question de la Russie, parce qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, la Russie. Il y a eu l'affaire Skripal, il y a eu d'autres événements, et il les analyse. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand il dit, à propos d'un événement où tout le monde dit « c'est les Russes », Skripal, c'est les Russes. Après, vous avez même des photos présentées par les Britanniques disant voilà les types qui ont mis le poison. Bon, Jacques Beau, il recherche un peu, puis disant mais ça ne peut pas être ces types-là, parce que ces types-là, ils étaient dans un avion au même moment. Pareil avec la Syrie, Jacques Beau est accusé de dire que c'est pas Bachar qui a gazé la population. Oui, mais il y a quand même une université américaine avec 2 chercheurs qui disent la même chose. Les services de renseignement britanniques et militaires on dit la même chose, on dit on ne sait pas d'où viennent les gaz. Bon. Tout le monde dit c'est Bachar. Oui, lui il dit on n'en sait rien. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas Bachar, mais je dis qu'on ne sait pas si c'est Bachar ou les autres. Donc ça, je trouve que c'est l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il peut y avoir des soupçons, mais il ne faut pas se jeter sur la solution avant d'avoir posé la question et d'avoir analysé le problème. Alors, je ne vais pas vous faire la litanie des livres, j'avais prévu de les citer, mais vous les trouvez sur Internet sans difficulté, les livres de Jacques Beau, et le dernier étant sur la guerre et la paix en Ukraine. Moi, je suis très content qu'on aborde cette question-là, et avant de lui poser la première question, puisque j'en ai quelques-unes, et puis vous aurez les vôtres ensuite, je voudrais dire que je suis personnellement choqué, comme chercheur, mais comme personne aussi, par Wikipédia. Wikipédia est une machine de guerre qui, à l'origine, a été créée par des gens de bonnes intentions qui voulaient une encyclopédie coopérative, et puis d'autres ont mis la main dessus. Mais ce n'est pas moi qui le dis seulement, c'est le cofondateur de Wikipédia qui vient de faire un entretien avec Hanherd. Ça a été traduit d'ailleurs en français, mais Hanherd, c'est un site d'information britannique et vous pouvez trouver les déclarations du fondateur de Wikipédia qui dit « Je ne crois plus en Wikipédia ». Bon, donc si certains d'entre vous y croient encore, allez vérifier quand même. Et alors, je suis bien placé pour savoir que quand on veut faire vérifier des informations fausses, on est bloqué. Seuls les détracteurs ou seuls les partisans d'une thèse orientée, c'est pas la peine que je vous dise laquelle, auront accès aux informations et aux modifications. Alors qu'avant, les informations étaient libres il y a quelques années, moyennant des batailles en coulisses. Donc je passe sur la suite et je vais entrer dans le vif du sujet. Je crois que les leçons de la guerre, ça consiste à poser plusieurs catégories de questions. 1, est-ce que cette guerre était inévitable ? 2, pourquoi était-elle inévitable ou pas, et quels sont les protagonistes de cette guerre qui a l'air d'avoir surpris tout le monde, mais qui n'a pas commencé en 2021, et puis comment faire pour en sortir, quelles sont en gros les pistes de solutions sur lesquelles travailler. Donc pour lancer la discussion, je vais poser une première question à Jacques Beau, lui céder la place. Son ordinateur l'attend. La question c'est, est-ce que les dirigeants russes avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient des alternatives? Parce que c'est quand même une question qu'on peut poser. Est-ce qu'ils ont analysé les différentes possibilités existantes ou est-ce qu'ils n'avaient que celle-là? Pour nourrir la réflexion, je donne quand même une information. C'est que le 15 décembre 2021, donc l'invasion est du 24 février 2022, le 15 décembre 2021,
les autorités russes, c'est-à-dire le ministère russe des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Moscou et lui a remis 2 textes de proposition. Un texte de partenariat pour les relations entre la Fédération de Russie et les États-Unis et un texte de sécurité avec l'OTAN. Et il a été dit par le communiqué, vous pouvez le retrouver sur le site du ministère russe, même en français, des Affaires étrangères, que c'était des bases de négociation. Et si vous vous souvenez, moi je suis l'information de près, nos médias ont dit « Poutine a jeté un ultimatum aux Occidentaux ». Poutine n'a pas jeté un ultimatum aux Occidentaux. Les autorités russes, d'abord Poutine, il n'est pas tout seul, ont proposé de négocier la sécurité. Et puis Biden a dit « bullshit », quoi. C'est pas du tout à considérer. Donc la première question que je voulais poser à Jacques Beau, d'après les informations qu'il a et l'analyse qu'il fait, est-ce que véritablement les Russes ont tout fait? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autre solution? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu recommencer Cuba ou Venezuela, par exemple? Pourquoi en sont-ils arrivés là? Merci de votre attention et je lui cède la parole. Merci bien. Alors, c'est des réponses que j'ai organisées sur une présentation un peu modulaire, puisqu'il y avait des questions qui allaient être posées, donc je ne pouvais pas savoir exactement ce qui allait être posé comme question. Donc j'ai préparé une présentation modulaire qui s'adaptera aux questions, et vos questions aussi d'ailleurs. Je place quand même toute la discussion sous le signe de Macha et l'ours, puisque, comme vous le savez, Macha et l'ours ont été interdits dans certains pays. C'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée, un dessin animé en réalité. Et certains pays ont considéré que c'était de la propagande. Et donc, Macha et l'ours, qui est un dessin animé qui fonctionnait bien, il a été interdit avec le début de l'opération spéciale russe. Donc ça vous montre un peu, d'ailleurs, la trame qui va expliquer d'ailleurs un petit peu beaucoup de choses dans les réponses que je vais donner. Parce qu'on n'est plus dans un conflit qui est strictement politique. On est dans un conflit que l'on peut dire raciste. Quand on rebaptise des tableaux qui sont à la National Gallery à Londres, on les rebaptise parce que c'était des ballerines russes, aujourd'hui on dit ballerines ukrainiennes. Alors moi, peut-être bien que ce soit des ballerines ukrainiennes, et tant mieux si elles sont ukrainiennes, la question n'est pas là. Mais quand on voit qu'on débaptise des œuvres d'art, ça veut dire qu'on va un peu au-delà. Et on revient un petit peu à ce qu'on a connu en Europe au XVe siècle, lors l'arrivée du protestantisme, on a commencé à brûler les livres qui n'étaient pas selon la doctrine, si vous voulez. Et on retrouve d'ailleurs la même chose. On interdit des artistes parce qu'ils sont russes, on interdit Dostoïevski dans certaines universités, comme celle de Florence, etc. Donc on est au-delà d'un conflit politique. Et ça me semble être intéressant. Macha et l'ours illustrent très bien ce côté plus ethnique, carrément, de ce conflit, tel qu'il est perçu en Occident, parce qu'il n'est pas perçu comme ça en Russie. Les Russes ne voient pas une guerre contre l'Occident. Mais nous voyons une guerre contre les Russes. Et pas contre la Russie, contre les Russes. Et c'est ça qui me choque beaucoup dans ce conflit. Alors, j'ai participé à de nombreux titres, travaillant surtout pour les Nations Unies, mais aussi pour l'Union africaine, dans de nombreux conflits. J'ai eu l'occasion de travailler dans des conflits où on a des conflits tribaux, des conflits ethniques, des conflits où on avait des islamistes, où on avait des gens qui n'étaient pas islamistes en face, etc. Et cette question de savoir jusqu'où va la politique et à partir d'où vient le racisme, ou racisme au sens large du terme, et me semble être une question que moi-même à laquelle j'ai été confronté et qui m'aide un petit peu à comprendre et à expliquer comment aborder le conflit aujourd'hui. Mais on ne va pas entrer dans tous les détails de mes activités. Donc voilà, il y a quand même quelques... Donc ça, c'est les modules que j'ai préparés, si vous en avez d'autres. Mais je reviens sur le conspirationnisme, puisque vous savez que je suis considéré comme un conspirationniste. Alors, je dois vous dire une chose, c'est que, d'abord, dans mes livres,
j'ai une méthodologie extrêmement précise pour définir ce qu'est la mésinformation, la propagande, la désinformation. Donc quand vous regardez nos journaux ou nos médias, désinformation, propagande, c'est un peu tout la même chose. Or, il y a des différences très significatives déjà quand on parle, et là, quand je parle de ces définitions-là, je n'invente rien parce que vous avez, les Américains ont un manuel sur la guerre de l'influence. Et c'est les définitions qu'on utilise pour les techniciens de la guerre de l'influence. Donc ce n'est pas mes définitions, c'est des définitions qu'on utilise généralement pour expliquer les phénomènes. Donc mes informations, c'est de la diffusion involontaire. Quand vous donnez une information, alors vous êtes persuadé qu'elle est juste, mais vous ne le faites pas dans le but de tromper quelqu'un, vous le faites simplement par ignorance, c'est de la mésinformation. La propagande, c'est quand vous choisissez ce que vous faites pour donner un éclairage particulier. Vous allez, typiquement, comme je le dis souvent d'ailleurs, quand vous êtes à la guerre et que vous voulez paraître, vous allez faire de la, comment vous voulez vous défendre, par exemple, eh bien vous allez mettre en évidence vos forces. Et vous faites donc de la propagande. Vous direz, regardez combien j'ai de chars, etc. Ce n'est pas nécessairement de la désinformation, tout simplement de la propagande, où il faut propager le fait que vous êtes fort. À l'inverse, celui qui est en face fera aussi la même chose pour montrer qu'il est faible. Et là, déjà, vous voyez déjà quelque chose, parce que quand vous dites que l'attaquant est faible, et lisez ce que disent nos médias à propos de la Russie, on a fait en fait le travail de ce qu'aurait fait normalement la propagande russe. C'est nos médias qui l'ont fait. Mais on va revenir, c'est un paradoxe assez intéressant. Et le complotisme, alors, c'est pas... La désinformation, c'est quand on trompe délibérément. Hein, c'est quand on veut tromper quelqu'un, donc on lui dit quelque chose qui est délibérément faux. Le conspirationnisme ou complotisme, c'est des synonymes, c'est la création d'une histoire à partir d'éléments qui peuvent être vrais, qui ne sont pas nécessairement faux, mais on crée, l'exemple typique, alors beaucoup vont peut-être pas être contents avec moi, c'est le 11 septembre 2001. Alors personnellement, ma conviction, c'est que c'est 19 gars qui ont décidé un jour qu'ils allaient faire un attentat pour venger des frappes qui avaient été faites le 20 août 1998 ou 1998 par l'administration Clinton en Afghanistan et au Soudan. C'est des frappes qui avaient été faites en réponse aux attentats de Dar es Salaam et de Nairobi du 9 août 1998. Et il y a eu ces frappes qui ont été faites dans le vide, parce qu'on ne savait pas du tout qui avait fait les attentats de Nairobi et Dar es Salaam. Mais on s'est dit, allez, on va taper en Afghanistan, puis on va taper au Soudan. Simplement, arbitrairement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui crée l'histoire, parce que ces islamistes l'ont dit. Donc ça a été écrit, et d'ailleurs vous le retrouvez dans les écrits, si vous lisez mes livres, c'est référencé, les écrits islamistes qui expliquent exactement l'origine du 11 septembre. C'est ces 19 gars qui se sont mis ensemble, qui ont dit, bon, on va faire quelque chose, on va faire un attentat. Donc il n'y a pas de mastermind quelque part, etc. Voilà. Quand on dit, par exemple, ce sont les Juifs qui sont à l'origine du 11 septembre, alors quand vous regardez les événements du 11 septembre, vous remarquez effectivement qu'il y a des transactions immobilières qui se sont faites quelques jours avant, etc., avec des propriétaires juifs, etc. Mais ça ne veut pas, comprenez, c'est pas parce que vous avez des gens qui ont échangé, qui ont vendu des immeubles, racheté des immeubles, etc., que nécessairement c'est eux qui ont participé à l'attentat. D'autant plus que on ne voyait pas très bien pourquoi ils auraient fait cette méthode-là pour gagner de l'argent en vendant leurs immeubles. Mais on peut créer une histoire, et des conspirationnistes qui ont essayé de créer des histoires en disant c'est les Juifs qui sont responsables, ont créé une histoire à partir d'éléments qui sont vrais, mais qui ne sont pas liés ensemble. Le complotisme, c'est l'histoire de relier des choses qui ne le sont en fait pas, qui sont peut-être simplement dues au hasard, et on les relie pour créer une histoire. C'est ça le conspirationnisme. Alors dans aucun de mes livres vous verrez ça, et je ne soutiens absolument aucune théorie conspirationniste. Toutes les sources que j'utilise dans mes livres sont, filtrées.
Et c'est pas par moi, il y a un organisme américain qui filtre les médias en fonction de 4 critères: les biais politiques, les attachements aux faits, le contexte politique, c'est-à-dire les libertés d'expression dans lesquelles le média fonctionne, et l'indépendance par rapport aux attentes qu'on a. Et ça, c'est pas moi qui le fixe, c'est un organisme indépendant aux États-Unis. Et toutes les sources que j'utilise sont des sources dont j'ai éliminé toutes les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui sont uniquement dans le centre et qui correspondent aux critères de liberté d'expression, d'attachement aux faits et d'élimination des extrêmes. Donc ça, dans tous mes livres, vous pouvez regarder toutes les sources, vous trouverez ça. Alors, un exemple de conspirationnisme. Alors, il y en a des dizaines, et on va parler naturellement de l'Ukraine, mais pensez intéressant de voir le Temps, puisqu'on est à Genève, le journal Le Temps, qui nous parle, il y a 2 ans de ça, d'une incursion de 38 avions militaires dans l'espace aérien de Taïwan. Le même jour, CNN parle de 38 appareils militaires dans les environs de Taïwan, dans la zone d'identification de défense aérienne. Alors déjà là, on n'a pas les mêmes mots. Alors c'est peut-être intéressant de voir que signifient ces mots. Alors ici, vous avez une carte. Cette carte, c'est une carte des autorités de Taïwan. De nouveau, ce n'est pas Jacques Beau, c'est les autorités de Taïwan. Et voilà ce que c'est la zone d'identification de défense aérienne. Et cette zone bleue, c'est la zone qui est définie d'ailleurs par Taïwan, personne d'autre, dans laquelle Taïwan se réserve le droit d'identifier les problèmes qui pourraient se poser pour alerter ses propres forces aériennes. Voilà. Et ça, c'est décidé par Taïwan seul. Point barre. En revanche, l'espace aérien, ça, c'est quelque chose qui est défini par le droit international. Et c'est la zone rouge que vous avez. Donc vous avez, dans le Temps, on vous dit que les avions sont ici, alors que CNN vous dit que non, ils sont dans le carré, dans le rectangle bleu. Ce qui est déjà très différent. Et la carte publiée par Taïwan montre que les avions sont en fait ici, donc dans la zone de défense, d'identification aérienne, et non dans la zone d'espace aérien. Donc le Temps, littéralement, est un journal conspirationniste, et je pourrais vous en sortir des dizaines d'exemples comme ça, hein, des dizaines. Mais c'est un exemple, et voilà, on est factuel, on va sur les faits, on va sur l'analyse des faits, et c'est comme ça que je travaille. Or, vous avez le journal Le Blick qui parle d'un Suisse, d'un agent secret en mission pour Poutine. C'est moi. C'est moi. Et ils disent ils disent dans l'article que je prétends que les Russes ne détruisent pas tout pour le plaisir. Parce qu'eux, ils pensent que les Russes détruisent tout pour le plaisir. Or, cet article-là, et mon livre d'ailleurs dans lequel je précise c'est que les Russes ne détruisent pas tout pour le plaisir, c'est pas mon invention. Je l'ai sorti de Newsweek dans un article qui est paru en mars 2022, où, alors je ne vous ai pas mis tout l'article ici, ça c'est juste le titre de l'article pour que vous puissiez le retrouver, mais dans cet article, ils interviewent des agents de la Defense Intelligence Agency, donc c'est le service de renseignement militaire américain, dans lequel les analystes du service de renseignement américain disent « Poutine ne cherche pas à tuer des gens. Il ne cherche pas à tuer les gens. On voit très bien qu'il essaye de minimiser les dégâts. » Et ils le disent explicitement dans Newsweek. Donc là aussi, vous avez des journaux qui nous accusent de conspirationnisme, mais qui en réalité créent du conspirationnisme. Et d'ailleurs ici, en janvier de cette année, vous aviez Alexei Arestovitch, qui est le conseiller de Zelensky, qui décrit l'intervention russe à un média ukrainien. Bria est un média ukrainien. Et voilà ce qu'il dit. Alors il est en train de parler, il est en train de raconter ce qui est ici pour ceux qui arrivent à lire le russe, mais c'est la traduction est là. Donc il lui-même, conseiller de Zelensky, dit les Russes ne voulaient tuer personne. Ils ont essayé de mener une guerre intelligente, qui était une opération spéciale gracieuse, élégante et rapide comme l'éclair. C'est les termes qu'il utilise, ce n'est pas les miens. Ils ont liquidé quelques résistants, et pas même éliminé, mais proposé de se rendre
de faire défection, de comprendre. Il ne voulait tuer personne, il suffisait de signer une renonciation. Alors, c'est Alexei Arestovitch, on reviendra sur lui aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi peut-être sa perception. Mais ça veut dire que nos journaux, nos médias sont plus extrémistes que même les Ukrainiens eux-mêmes. Et là, on est de nouveau dans quelque chose qui est assez intéressant et qui revient à Masha et l'ours quelque part. On parlait tout à l'heure de Wikipédia, et de nouveau, c'est pas moi. Le Times of Israel, le New York Times, le Haaretz, le journal israélien, et le Guardian avaient mis en évidence, parce que dans Wikipédia, la personne qui a modifié ma fiche où il est dit que je suis conspirationniste, c'est en fait un journaliste freelance qui travaille pour Conspiracy Watch aussi. Pas seulement, mais aussi. Son nom est Antoine Hasdet. Mais là, il a écrit l'article qui a servi de base à la fiche Wikipédia que lui-même a changé aussi. Mais il ne l'a pas changé sous son nom, il l'a changé sous un pseudonyme. Tan Kher. Ça, c'est le pseudonyme qu'il a utilisé. Quand vous regardez sur Wikipédia qui est Tan Kher, c'est quelqu'un qui a fait près de 100 000 modifications sur Wikipédia. Donc ce n'est pas une personne seule, c'est un groupe de personnes. C'est un pseudonyme collectif. Et il y en a, ça c'est pour le français, il y a les mêmes en anglais, toutes les langues, vous avez et c'est ces groupes-là. Il est identifié d'ailleurs. D'ailleurs, il a corrigé uniquement ce qui concernait les informations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bachar al-Assad qui n'aurait pas utilisé les gaz, il a utilisé uniquement il a critiqué uniquement ce qui concernait la Syrie et la Russie. La Russie et la Syrie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il critique des choses, alors que ma source, pour dire que, je parlais du 20 août 2013, la raison pour laquelle Obama n'est pas intervenu, c'est parce que ses services de renseignement à lui, c'est les services de renseignement américains, toujours la Defense Intelligence Agency, lui ont dit que c'est probablement pas Bachar qui a utilisé ces gaz. Et c'est la raison pour laquelle Obama, dans ses mémoires, dit c'est la raison pour laquelle je ne suis pas intervenu. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on me traite de conspirationniste. Donc, Obama est conspirationniste, je ne sais pas. Donc, vous voyez, Et pour la petite histoire, j'ai proposé à Conspiracy Watch, parce que j'ai le droit selon la loi française, puisqu'ils sont basés à Paris, un droit de réponse. Ils me l'ont refusé. Et non seulement ils me l'ont refusé, mais le journaliste Antoine Hasdet a fait, lui, une réponse sur Conspiracy Watch, où il avoue qu'il n'a même pas lu le livre. Voilà. Ça montre le sérieux avec lequel ces gens travaillent. Voilà. Et à part ça, d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la perception qu'on a de part et d'autre de l'océan Atlantique sur la question de l'Ukraine. Parce que ici, particulièrement en Suisse, je suis considéré comme extrême droite, tout ce que vous voulez, mais quand vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, il y a certainement des gens qui me considèrent aussi d'extrême, c'est possible. Mais vous avez des gens qui me considèrent comme pro-ukrainien. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a une manière de lire, mais en Suisse, les gens qui vous traitent de conspirationnistes sont les mêmes qui vous disent qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. Alors, évidemment, ils ne voient pas la différence avec ce qu'ils pensent eux. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça c'est évident. Mais ce que je veux dire, on a effectivement des différences de perception qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, et quand je dis qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'ils pensent eux, c'est pas pour rien. Vous avez, c'est un chercheur de l'université d'Uppsala qui a découvert qu'un journaliste suisse roman, Swiss French, Sylvain Besson, qui travaille d'ailleurs à la RTS, a inspiré Anders Breivik, l'auteur de la tuerie d'Utøya.
parce qu'il a effectivement, il a fait des écrits anti-musulmans, enfin bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est un travail littéralement de conspirationnisme anti-musulman qui a alimenté le discours d'Anders Breivik. Donc vous avez un service public, la RTS, qui utilise des journalistes qui sont eux-mêmes, qui participent au conspirationnisme international. Et Sylvain Besson a été un des premiers à me qualifier de conspirationniste après l'article de Conspiracy Watch. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je voulais quand même revenir un peu là-dessus, parce que ça me semble intéressant. Puis je voulais revenir sur quelques petits exemples aussi. Pour revenir, puisqu'on a parlé de la radio-télévision suisse, vous voyez, quand la Chine a annoncé qu'elle avait 3 morts par million, une mortalité de 3 par million, la RTS a dit que c'est de la propagande diplomatique, propagande totalement fausse, etc. Bref. Mais quand vous regardez à ces jours-là, donc quand ça a été dit qu'il y avait 3 pour million, on était le 10 mai 2020. Le 10 mai. Le 10 mai 2020, quand vous regardez la mortalité en Europe, vous avez effectivement une mortalité très élevée. Elle est à entre 300 et 400 morts par million. Mais quand vous regardez l'Asie, le même jour, surtout les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui a servi pendant toute la crise du coronavirus, quand vous regardez en Asie, vous voyez que, peut-être bien que la Chine a menti, mais quand vous regardez les autres pays autour, ce jour-là, ils avaient grosso modo les mêmes valeurs. Et tout simplement, ce que ça indique, c'est qu'on a voulu cacher, à travers notre conspirationnisme, des erreurs de stratégie qu'on a eues chez nous. On ne va pas discuter du coronavirus parce que ce n'est pas mon domaine. Ce que je voulais, c'était montrer ces chiffres qui étaient parfaitement accessibles ce jour-là, ont été totalement détournés de leur objectif. Tout ça pour nourrir finalement un narratif chez nous. Alors, il faut rester patient avec ça, et je verrai un jour passer les cadavres. Donc, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le petit aparté. Maintenant, on va venir un peu plus à la... alors, comme j'ai beaucoup parlé, je ne vais peut-être pas aller... je peux y revenir dans les questions, mais je vais directement vers le processus qui a conduit à l'opération militaire spéciale, SVO, c'est Specijalna Vojenna Operacja. Donc c'est l'opération spéciale militaire, c'est comme ça que maintenant tout le monde l'appelle, et c'est comme ça que les Russes l'appellent. Et c'est une opération, techniquement, c'est une opération. Même si, pour nous, ça a l'apparence d'une guerre, la guerre est quelque chose qui est plus vaste dans la pensée militaire russe. C'est-à-dire que la guerre, elle a effectivement commencé bien avant que l'opération soit déclenchée. C'est quelque chose qui... Nous, on a tendance à voir la guerre quand on commence à se tirer dessus. Mais les Russes ont une perception. Je parle de la doctrine militaire, je ne parle pas du Russe dans la rue, peut-être lui aussi, mais les militaires... D'ailleurs, je termine un livre là-dessus qui va être publié très prochainement. Les Russes voient la guerre comme un tout, comme un phénomène holistique, dans lequel il n'y a pas l'aspect des armes et que la fin du processus. Mais la guerre commence bien avant. Et donc, quand on veut analyser la guerre et analyser la manière dont les Russes comprennent la guerre, on est obligé de remonter plus loin là-dedans. Ce qu'évidemment personne ne fait parce que ça dérangerait les gens. Et un des éléments, pas le seul, mais de nouveau je dois me limiter un petit peu, donc un des éléments qui est central, c'est un rapport de la Rand Corporation qui a été écrit en mars-avril 2019 et qui indique la stratégie à suivre pour... Là, c'est marqué « extending Russia ». En fait, ça veut dire étirer la Russie et étirer ses capacités pour qu'elle soit déstabilisée et qu'elle s'effondre. Ça, c'est ça le principe. C'est un document de 300 pages, plus de 300 pages d'ailleurs, et dans lequel vous avez 6 éléments stratégiques qui sont donnés, et je les ai mis en jaune, et je les ai évoqués parce qu'on a
Kamala Harris qui est là, et vous allez voir que tout ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans cette stratégie qui a été écrite en 2019. Les armes létales à l'Ukraine, promouvoir un changement de régime au Bélarus, exploiter les tensions entre Azéris et Arméniens, l'intensification de la tension en Asie centrale, c'est exactement ce qu'on a eu avec Tokayev, isoler la Transnistrie, c'est un peu en Asie, et intensifier les relations avec la Suède et la Finlande. On est en plein dedans. Tout ce que vous avez vu ces dernières années se trouve là, dans ces 10 lignes. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est fortuit, c'est écrit dans le détail, et non seulement c'est écrit dans le détail, mais on avait comme vous vouliez le voir, non seulement c'est écrit dans le détail, mais on a les explications aussi du côté, alors je crois qu'il n'y a pas le son ici, enfin vous allez me dire c'est dommage, ça pourrait juste éclairer, je ne sais pas si on peut faire comme ça, on va voir, parce qu'on a Oleksiy Arestovitch, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était le conseiller de Zelensky, qui a été son conseiller pendant la campagne présidentielle en 2019. Et en 2019, en mars 2019, c'est-à-dire un mois avant que Zelensky soit élu, il expliquait déjà qu'il y aurait déjà, avec 99,9% de chances, une guerre avec la Russie. С вероятностью 99,9% может самое вступление НАТО, это большая вероятность. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот вся выгода, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирать. А что лучше? Конечно, окружная война с Россией, переход в НАТО по результатам победы в России. Что может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, четырех, которые создали на нашей границе, там, осада Киева, попытка окружить войска, которые в рту находятся, операция Ленинского прорыва через Крымский перешейк, выход на Новополоцкое хранилище, чтобы воду вкладывать. Наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самое критическое, 20-22 самое критическое десант. Vous avez une explication encore? On le savait. Et pourquoi? Ça, c'est une partie de l'interview. C'est une interview qui dure un peu plus d'un quart d'heure, et dans laquelle il explique que la raison pour laquelle il doit y avoir une guerre, c'est que tant que l'Ukraine est en guerre, et on est en 2019, donc il est déjà en guerre avec la Russie, déjà en guerre, et il sait, et l'OTAN sait, que tant que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, ils ne pourront pas entrer dans l'OTAN. Donc ce qu'il faut, c'est provoquer une guerre, et alors il explique, pas dans cet extrait-là, mais dans le reste de l'interview, il explique que grâce à l'aide de l'OTAN, grâce à l'aide des Occidentaux, grâce aux sanctions, et il explique tout ça, il donne toute la liste. Il dit grâce à ça, la Russie s'effondrera, et du fait que la Russie s'effondre, nous aurons gagné la guerre, et donc on pourra entrer dans l'OTAN. Voilà le calcul qui était derrière. Et on est là dans l'équipe, le cercle, le petit noyau autour de Zelensky. Et quand on observe ce qui s'est passé, on voit que tout s'est articulé autour de cette stratégie-là. C'est la raison pour laquelle l'Ukraine a déclenché une guerre, on y reviendra, elle a déclenché, elle a provoqué la guerre. Et de nouveau, ce n'est pas une interprétation de ma part, on a des écrits, on a un décret de Zelensky, donc ce n'est pas de l'invention. Et avec l'idée que cette guerre serait très courte. Et en fait, ce qui a surpris l'Ukraine, c'est qu'ils avaient sous-estimé, on a sous-estimé la Russie,
Et notre propagande a contribué à sous-estimer la Russie en réalité. C'est là où il y a un côté assez très paradoxal, parce qu'en voulant montrer que la Russie était nulle, mal commandée, qu'elle n'avait pas assez d'armes, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'avait pas d'industrie, qu'elle n'avait pas d'économie, que les gens ne soutenaient pas Poutine, etc., on a créé l'image d'un ennemi qui était très facile à vaincre. Et j'y reviendrai d'ailleurs plus tard. Et donc, quand on dit, parce que de nouveau l'article du Blick qui dit que je suis complotiste en disant que le gouvernement Kiev aurait provoqué lui-même l'idée de faire le conflit. Alors, comme j'ai dit, on a les documents. Et on a notamment le décret présidentiel du 24 mars 2021 de Zelensky pour la reconquête de la Crimée et de Sébastopol et du sud du pays. C'est un document assez important d'ailleurs, ce décret, ce n'est pas simplement 3 lignes, qui explique qu'il faut reprendre tout le sud du pays. Et évidemment, ça ne va pas se reprendre simplement comme ça, c'est une déclaration de guerre, c'est pour ça que, ça c'est le 24 mars 2021, rappelez-vous, au début avril 2021, vous avez les Russes qui commencent à déployer des troupes à la frontière, parce qu'ils savent que ce décret est sorti et ils savent que l'armée ukrainienne est en train de se préparer. Ici, c'est les chars. Hop là, pardon. Oh, décidément. Voilà. C'est les oh, bon, ça fait rien, tant pis, on ne va pas voir les chars défiler, c'est pas grave. Mais dès la fin mars 2021, vous commencez à voir l'armée ukrainienne qui se prépare à la frontière du Donbass pour attaquer le Donbass. Et on a, dans les jours qui suivent, et là je vous montre un graphe qui est tiré, de nouveau, ce n'est pas Jacques Beau qui l'invente, ça vient de l'International Crisis Group, qui est financé par George Soros. Et vous voyez que, à partir du décret émis par Zelensky, on a une augmentation des tirs d'artillerie qui vont s'étendre pendant toute l'année 2021. Et au début 2022, ce qui va se passer en février, eh bien, on a encore une intensification qui va venir, où on va multiplier pratiquement par 40 le nombre de tirs d'artillerie. Donc, pour les Russes, c'est l'indication que les Ukrainiens vont déclencher l'offensive contre les populations du Donbass. Et c'est ce qui déclenche ensuite le mécanisme pour l'intervention de l'opération spéciale qui, comme je le répète, et comme d'ailleurs Poutine l'a dit, il n'a pas les objectifs qu'il a fixés pour cette opération, c'est pas l'OTAN, c'est pas non, c'est pas ça. C'est la protection des populations du Donbass, la démilitarisation de l'armée ukrainienne et la dénazification des forces. Alors, quand il parlait de dénazification, c'est pas dénazifier Kiev et puis alors Zelensky est juif, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que les forces qui, entre 2014 et 2022, ont mené des actions contre la population du Donbass, il y avait 2 sortes de combattants du côté ukrainien, si vous voulez. Il y avait l'armée, et il y avait les paramilitaires, qui en fait étaient des ultranationalistes, néo-nazis, ce que vous voulez. C'est un mélange. Néo-nazis n'étant pas ultranationalistes, néo-nazis n'étant pas nazis. C'est important. C'est 2 choses distinctes. Il y a une nuance entre les deux, mais on peut dire néo-nazis sans trop se tromper. Mais de nouveau, ce n'est pas tous. Certains sont néo-nazis, d'autres sont ultranationalistes. Enfin, on trouve toutes les nuances là-dedans. Et c'est... La dénazification s'applique à ces paramilitaires-là. Et d'ailleurs, les 2 objectifs, l'objectif de dénazification sera atteint le 28 mars 2022. Les Russes ont dit on a atteint cet objectif avec l'encerclement de Mariupol. Pourquoi l'encerclement de Mariupol? Parce que Mariupol est le berceau des milices, alors on peut dire néo-nazis du coup, Azov, qui était la principale milice paramilitaire qui avait commis des crimes contre les populations du Donbass. Et quand la ville de Mariupol a été encerclée, les Russes ont considéré qu'ils avaient atteint leur objectif de dénazification. Voilà.
Et alors, les frappes du début, enfin de la deuxième moitié de février, on voit très bien les cartes, c'est les cartes de l'OSCE, c'est pas celles de Jacques Beau, on voit très bien que c'est les populations du Donbass qui étaient visées. Quand on regarde, de nouveau, ça c'est les chiffres de George Soros, ou plutôt de l'International Crisis Group, eh bien vous voyez que c'est des chiffres qui vont, vous avez la date ici, du 1er janvier 2020 jusqu'au 24 février 2022, vous voyez que c'est les bombardements, c'est la partie en noir, vous voyez que ce sont les bombardements qui ont effectivement causé le plus de victimes civiles dans le Donbass. Et puis il y a d'autres choses qu'on ne nous dit pas. Et vous avez, de nouveau, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est la loi sur les peuples autochtones d'Ukraine qui a été adoptée le 1er juillet 2021. C'est à la suite de la publication de cette loi que le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine a écrit un article assez long d'ailleurs sur l'unicité du peuple ukrainien. Et ça ne voulait pas dire, comme le disent certains, comme nos experts militaires qu'on retrouve sur nos chaînes de télévision préférées, qui nous racontent que Vladimir Poutine ne reconnaît pas la souveraineté ou l'autorité ou le peuple ukrainien, etc. C'est exactement l'inverse qui est dit dans cet article. Là-dedans, Vladimir Poutine dit qu'il n'y a pas de raison de faire une distinction ethnique entre les Ukrainiens et les Russes. Parce que ce qui se passe, c'est que cette loi sur les peuples autochtones d'Ukraine, elle a ça pour conséquence. Et ça, c'est un député de la Rada, donc un député d'ailleurs du parti de Volodymyr Zelensky, qui, de nouveau, là, on est dans la presse ukrainienne, c'est pas la presse du Kremlin, c'est la presse ukrainienne, d'ailleurs, vous voyez que c'est écrit en ukrainien et non pas en russe. Et ce député dit « Les Russes ne sont pas un peuple autochtone au sens de la loi et ne jouiront donc pas pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales établies par le droit international et inscrits dans la Constitution et les lois de l'Ukraine. » Donc, comprenez que, vu de la Russie, on est avec une discrimination profonde entre ce qui se passe à Kiev et ce qui se passe dans le Donbass, les populations de Kiev et du Donbass, les nouvelles autorités de Kiev, puisque c'est les nouvelles autorités, et que ça a des conséquences concrètes sur la vie de ces gens. Et là, de nouveau, jusqu'à maintenant, je n'ai cité que des sources ukrainiennes, à part ceux qui me critiquent, ça c'est suisse, mais là, on n'a que des sources ukrainiennes. Alors ça, c'est une autre leçon qu'il faut retirer, c'est que, et on y reviendra peut-être par la suite, mais effectivement, c'est ça le problème. Et c'est le problème d'ailleurs des Ukrainiens. En ayant, et des Occidentaux d'une certaine manière, parce que, en considérant que la Russie est un pays sous-développé, de gens qui étaient incapables de mener la guerre, qui étaient incapables de ceci, de cela, etc., on a pensé qu'il était possible de mener une guerre en quelques jours. Et je pense qu'on a trompé les Ukrainiens là-dedans. Je pense que Zelensky, et c'est d'ailleurs pas pour rien que le 25 février, je vous rappelle que l'opération spéciale a commencé le 24 février 2022. Le 25, c'est-à-dire le lendemain, Zelensky, je pense qu'il a compris qu'il avait mis le doigt dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Et c'est pour ça que le 25, il demande aux Russes de négocier. Et il téléphone à Ignacio Clasis, notre ministre des Affaires étrangères, pour qu'il organise une conférence sur la paix en Ukraine. Parce que je pense qu'il a compris qu'il s'est fait berner. Et c'est l'Union européenne qui vient chez Zelensky qui dit non, il n'y a pas de négociation. Voilà 450 millions pour des armes, voilà les armes, tu te bats. Et 3 semaines plus tard, à la mi-mars, rebelote, Zelensky fait une proposition aux Russes, dans laquelle il dit les Russes se retirent du territoire ukrainien, le statut de la Crimée et des 2 républiques du Donbass est à discuter, sera négocié, l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, et sa sécurité est garantie par un ensemble de pays, dont la Russie. Cette proposition est écrite et signée
par le chef de la délégation à Istanbul, le chef de la délégation ukrainienne à Istanbul. Et les Russes, et Lavrov le dit, on a tous les textes, si vous lisez mes bouquins, vous avez ça dans le détail, Lavrov dit, voilà une bonne proposition, on est prêt à négocier là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être on pourra y revenir, mais j'y reviendrai certainement. Boris Johnson téléphone à Zelensky et lui dit, tu arrêtes ça tout de suite, tu retires ta proposition. Si tu ne retires pas ta proposition, on ne te soutient plus. Et c'est exactement ce que Zelensky fera. Il a dû choisir entre faire la paix ou un soutien aussi longtemps que nécessaire, comme on dit toujours. Et il a choisi le soutien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Zelensky, il exige des armes. Parce qu'on lui a promis ces armes. Quand on ne les lui donne pas, de nouveau, on le trompe. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ont pensé qu'on arriverait relativement facilement à mettre à genoux l'armée russe. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a plus assez d'armes pour aider l'Ukraine. C'est pas que les Occidentaux ne veulent plus donner d'armes à l'Ukraine. Ils en ont la même volonté qu'avant, mais ils en ont plus. Il n'y a plus de munitions dans les stocks. L'autre jour, à la télévision belge, il y a un militaire belge qui disait on n'a plus de munitions, on a déjà tout donné à l'Ukraine. Et il nous faut 7 milliards maintenant pour simplement reconstituer nos stocks. 7 milliards d'euros. On a tout donné, plus rien. Donc ça veut dire qu'on n'a plus rien et on est dans cette situation. Et on a trompé effectivement Zelensky. Zelensky, alors en mars de l'année passée, il a donc retiré sa proposition après le téléphone de Boris Johnson et les Américains sont venus et l'Union européenne aussi. On lui a redonné 500 millions pour des armes parce que du coup c'était l'aide jusqu'à nécessaire. Donc voilà. Donc, je vous laisse quand même poser une question parce que sinon je répondrai à toutes les questions sans qu'il y ait des questions. Peut-être une question dans la salle, on pourrait diversifier. Oui. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dans le contexte de sécurité globale, donc on parle d'exclusion, etc. Quelle est votre perspective? On parle d'exclusion, donc exclusion globale en ce qui concerne la sécurité aujourd'hui. Parce que la sécurité globale et la sécurité aujourd'hui, l'initiative de Chine de la sécurité globale. Est-ce que vous envisagez une coopération entre les deux sécurités qui existent aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que vous entendez par les deux sécurités qui existent dans le monde? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Vous avez le temps d'un côté, et aussi vous avez le complexe régional de sécurité, par exemple, en Chine ou dans des régions en Asie. Oui, ok, d'accord. L'organisation de coopération de Shanghai, par exemple, qui est une structure de sécurité régionale. Et à nous créer aussi avec la Chine la sécurité, c'est une initiative. Alors ça c'est autre chose. Il y a eu la Chine qui a eu une initiative de sécurité globale mais ça c'est une déclaration unilatérale de la Chine. Donc c'est une initiative de la Chine, qui est une initiative effectivement de la Chine, mais qui n'implique que la Chine. Alors, là on s'éloigne un petit peu du conflit ukrainien. Mais enfin, on peut dire la chose suivante. L'OTAN est une organisation qui a été créée en 1949, au moment où l'URSS a développé la bombe nucléaire. Et les pays européens se sont dit, si les Soviétiques ont la bombe nucléaire, nous on l'a pas. Les Américains l'ont, mais nous pas. Et c'est pour ça, si vous voulez, c'est la réflexion qu'il y a derrière le traité de Washington, qui a créé le traité de l'Atlantique Nord en avril 1949. L'idée, et d'ailleurs ça a été répété à plusieurs reprises par Jens Stoltenberg, l'OTAN est en réalité une organisation nucléaire. C'est-à-dire le but de l'OTAN, c'est de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Ça, c'est l'idée fondamentale de l'OTAN. Après, il y a des éléments de coopération, comme en Afghanistan, on n'a évidemment pas utilisé l'arme nucléaire, etc. Il y a des domaines comme ça où on travaille. Mais c'est une organisation de sécurité régionale. Au début des années 90, j'ai été avec une délégation
suisse, on s'interrogeait sur notre participation à l'OTAN, la Suisse, et notamment la participation, dans un premier temps, au partenariat pour la paix. Et notre souci, en tant que Suisse, c'était de savoir comment ce serait perçu, parce qu'en réalité, vous le savez, en théorie, on est un pays neutre, et que par conséquent, la neutralité, elle est surtout affaire de perception. Donc, c'est pas tout de dire on est neutre. Il faut aussi que les gens à gauche et à droite vous considèrent comme neutre. C'est ça qui est important, à vrai dire. C'est pas tellement ce que vous dites vous, mais c'est surtout ce que les autres pensent. Et donc, dans le cadre de ces réflexions, nous sommes allés à Washington et on est allé à Moscou. Et à Moscou, on a rencontré le top brass, donc vraiment les généraux les plus élevés de l'armée russe de l'époque. Dans l'ancien quartier général du pacte de Varsovie, qui est un peu en dehors de Moscou, et on a discuté avec eux de ces questions-là. Et on a discuté de l'OTAN, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les Russes, eux, disaient qu'ils n'avaient rien contre l'OTAN, et qu'ils étaient même prêts à venir entrer dans l'OTAN. Parce que les Russes avaient cette idée qu'avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire avec la disparition du bloc communiste, l'OTAN pouvait prendre une dimension différente. C'est-à-dire, au lieu d'être représentatif d'une confrontation entre deux blocs, puisqu'un bloc disparaissait, eh bien, on pouvait travailler à une organisation pour la sécurité et la coopération. D'ailleurs, l'organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui autrefois était la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, a été créée à l'initiative des soviétiques à l'époque. Parce que pour eux, ils voyaient l'avenir de l'Europe non pas comme un affrontement entre deux blocs, ils voyaient la sécurité non pas par la confrontation, mais par la coopération. Et quand le pacte de Varsovie a été dissous, en 1991 ou 1991, ils se sont dit, voilà, c'est l'occasion que l'OTAN se développe en quelque chose qui nous permette de coopérer. Et c'est la raison pour laquelle la Russie, non seulement a demandé à entrer dans l'OTAN, on lui fait expliquer que c'est pas pour tout de suite, mais la Russie a fait partie du partenariat pour la paix et du Conseil de coopération pour l'Euro-Atlantique. Et ils avaient un bureau à l'OTAN. J'ai travaillé 5 ans à l'OTAN comme envoyé par la Suisse. Et il y avait les bureaux russes à côté des nôtres. Donc ils avaient, au même titre que la Suisse, ils avaient un bureau dans le quartier général de l'OTAN. Voilà, comme les Suisses. Ne faisant pas partie, n'étant pas alliés, mais étant partenaires. C'est la différence. Et le partenariat devant conduire à terme, si possible, ou si on veut, à une alliance. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des pays de l'Est, Pologne, Pays-Bas, etc. Ils ont tous commencé comme des partenaires, comme la Suisse. Et puis ça a évolué vers une alliance. Et donc les Russes voyaient les choses comme ça. Et c'est pour ça que quand les pays baltes sont entrés dans l'OTAN, les Russes n'y ont pas vu de problème. Les Russes ont commencé à avoir un problème à partir de 2002. Pourquoi 2002 ? Parce qu'à partir de 2002, les Américains ont commencé à se retirer de tous les traités de contrôle des armements. Et pourquoi ils l'ont fait ? C'est l'administration de George Bush, d'ailleurs, que je vois aujourd'hui tous nos journalistes, d'ailleurs, applaudissent assez curieusement, alors qu'ils l'ont critiqué quand il était en Irak, mais non, là, vis-à-vis de la Russie, c'était bien. Bref. Le fait de se retirer de ces accords de désarmement avait pour conséquence que les Américains avaient les bras libres pour installer des missiles en Europe. Alors il s'agissait de missiles antibalistiques, soi-disant pour protéger l'Europe des missiles balistiques iraniens. Bon, selon le Centre international pour la paix, le Centre de recherche pour la paix à Stockholm, ces missiles iraniens n'ont jamais existé. Mais bon. Mais c'est pour ça quand même que les Américains ont commencé à vouloir installer des rampes de missiles antibalistiques en Pologne, en Roumanie et en Tchéquie. Le problème de ces lanceurs,
c'est qu'ils ne sont pas seulement antibalistiques. D'abord, ils sont antibalistiques parce que les Américains sont sortis du traité, ce qu'on appelait le traité anti-ballistic missile, qui leur donnait du coup l'autorisation de mettre des missiles en Europe. Première chose. Deuxième chose, les lanceurs qui sont utilisés pour des missiles anti-missiles peuvent aussi être utilisés pour des missiles nucléaires. C'est les mêmes lanceurs. Donc, pour les Russes, ils ne savent jamais ce qu'il y a dans le lanceur. Donc, s'ils voient une activité avec leurs satellites, s'ils voient une activité en Pologne, auprès de ces lanceurs, ils peuvent évidemment avoir l'idée de se dire « on est en train de préparer une attaque contre nous » et de déclencher une riposte nucléaire là-dessus. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine, juste avant le début de l'opération spéciale, vous savez qu'il y a eu une entrevue, Emmanuel Macron est allé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Dans la conférence de presse qu'il y a eu, Vladimir Poutine a dit exactement ça. Il a dit faites attention, parce que le problème, c'est pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Mais c'est que si l'Ukraine est dans l'OTAN, on peut commencer à émettre des missiles, et si ces missiles sont trop près de la frontière, on n'a plus le temps de savoir. Vous savez, c'est vous qui avez évoqué la crise de Cuba tout à l'heure, etc. Quand il y a eu la crise de Cuba, on a vu qu'on a frôlé la guerre nucléaire. Et c'est à partir de la crise de Cuba qu'on a créé une institution, plus d'ailleurs qu'un moyen technique, enfin c'est un moyen technique, mais en même temps une institution, c'est le téléphone rouge. C'est-à-dire un moyen de communication en cas de crise entre Washington et Moscou, pour que si jamais il y avait un problème qui se passait, qu'on puisse communiquer. Si par exemple on lance un missile par erreur, est-ce qu'on va déclencher une guerre nucléaire sur une erreur? Alors il fallait un instrument de communication pour dire écoutez, on a lancé un missile, désolé, c'est une erreur. Voilà. Je simplifie évidemment le propos parce que le truc n'est pas aussi simple que ça. D'abord c'est pas un téléphone, c'est un système extrêmement complexe de communication, mais on ne va pas entrer dans les détails. Mais on l'appelle téléphone rouge. Mais c'est ça l'idée. C'est d'avoir un instrument de communication pour les cas de crise. Et cet instrument de communication, il fonctionne si vous avez le temps de le faire. Mais si vous avez les missiles qui sont juste à la frontière, vous n'avez plus le temps de le faire. Et c'est exactement le souci de Vladimir Poutine. C'est ça le problème. Et donc voilà pourquoi les Russes ne sont pas du tout contre l'idée de l'OTAN. Ils n'ont pas. D'ailleurs, il y a eu le même phénomène en Turquie. Vous savez que la Turquie était le premier pays à toucher l'Union soviétique. Quand la Turquie est entrée dans l'OTAN en 1952, l'OTAN touchait l'Union soviétique. Donc ce problème se posait déjà. Et les Américains, les Russes, bon, ils n'étaient pas contents, mais ils n'ont rien dit. Le problème est venu en 1962, lorsque les Américains ont commencé à déployer des missiles à la frontière, exactement comme ils font maintenant en Pologne. Et c'est là que les Russes, ou les Soviétiques à l'époque, ont dit, bon, vous voulez mettre des missiles là? Nous, on en met à Cuba. Et ils ont mis les missiles à Cuba. Et c'est pour ça que là, les Américains ont dit, ah, ben alors là, vous nous menacez directement, etc. Et tout d'un coup, ils ont pris peur. Et la crise s'est résorbée dans le sens que les Russes, ou les Soviétiques plus exactement, ont retiré leurs missiles de Cuba, et les Américains ont retiré leurs missiles Jupiter de Turquie. Parce que c'est ça le problème, c'est pas l'OTAN, c'est l'arme nucléaire. Pardon, oui. Non, mais en fait, l'Estonie et puis la Finlande est aussi proche de la Russie que l'Ukraine, donc... Tout à fait. Et ça n'a posé aucun problème. Enfin, ça n'a posé aucun problème. Naturellement que les Russes, ils n'étaient pas très très contents que les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons soient dans l'OTAN. Mais ça n'a pas déclenché quelque chose. Le problème n'était pas là. Et dans les discours qu'il y a eu par la suite, le fameux discours en 2007, d'ailleurs, le fameux discours de Vladimir Poutine à Munich, qu'on considère comme étant un des discours clés pour comprendre la politique étrangère russe, c'est là où il s'est fâché parce que les Américains venaient de commencer à déployer leurs missiles en Pologne. Donc c'était, de nouveau, on est dans le même cas qu'avec la Turquie 50 ans plus tôt. La question n'est pas que l'OTAN se rapproche de la Russie, la question c'est que l'OTAN se prend des libertés parce qu'ils se sont retirés des traités de désarmement qui, auparavant,
mettait une barrière à l'installation de ces missiles. Mais comme les Américains ne respectent plus ces traités, donc on est dans une situation potentiellement de chaos. Et cet abandon des traités internationaux, ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, c'est des questions qu'il faut se poser à propos de la politique étrangère suisse d'ailleurs. Vous aurez sans doute noté que quand vous entendez des diplomates maintenant s'exprimer à l'ONU et ailleurs, ils vous parlent toujours du droit d'un ordre international guidé par des règles. Rule-based international order. Rules-based. Ça veut dire basé sur des règles. Mais l'ONU n'a pas été créée sur une règle. Elle a été créée sur du droit. Law-based international order. L'ONU, c'est un organe qui est basé sur le droit international, pas sur des règles internationales. La différence entre les deux, c'est que le droit, c'est ce qui est écrit, c'est les traités, c'est tout ce qui a été accepté. Les règles, c'est ce que moi je décide. Vous comprenez? Pour revenir à Taïwan, vous parlez de la Chine. En 1971, Américains et Chinois se sont mis d'accord, et d'ailleurs vous pouvez encore le voir aujourd'hui sur le site du département d'État américain, comme vous le voyez d'ailleurs sur le site de l'EEAS, donc l'organe des affaires étrangères de l'Union européenne, comme vous pouvez le voir sur le site des affaires étrangères australien, le site des affaires étrangères britanniques, russes, américains et chinois se sont mis d'accord sur deux choses, sur trois choses. La Chine est unique. Il n'y a qu'une Chine. Ses autorités sont à Pékin, et Taïwan est une province de cette Chine. Ça, c'est le droit international. Et c'est pour ça que Taïwan n'est plus dans les Nations Unies. À partir du moment où tout le monde a accepté cette règle, que même Taïwan a accepté d'ailleurs, il n'y a qu'une seule Chine. La seule différence entre Taïwan et la Chine, parce que Taïwan dit aussi qu'il n'y a qu'une seule Chine. Ils veulent pas, il n'y a pas deux Chines pour les Taïwanais. Il n'y en a qu'une seule. La seule différence, c'est que Taïwan voit les autorités à Taipei, et puis les Chinois continentaux voient les autorités à Pékin. C'est la seule différence. Mais tout le monde est d'accord qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et le droit international reconnaît que ces autorités sont à Pékin, et que Taïwan est une province. Donc, pour cette raison, en 1971, Taïwan a perdu son siège qu'il avait aux Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité, et c'est la Chine populaire qui a repris ce siège. C'est très logique. Et ça, c'est le droit international. Mais aujourd'hui, quand vous allez donner des armes à Taïwan, vous allez donner des armes à une province d'un pays que vous avez reconnu comme souverain. C'est comme si, aujourd'hui, l'Italie allait donner des armes à la Corse. C'est exactement la même chose. La Corse fait partie de la France, c'est une province de la France, et si, pour différentes raisons, vous allez donner des armes à la Corse, eh bien, vous donnez des armes à une entité qui se trouve dans un pays souverain. Et c'est exactement ce qu'on fait quand vous avez nos ministres, la Commission européenne, etc., qui vont rendre visite aux autorités de Taïwan. C'est une chose qui est inadmissible au sens du droit international. Parce que le droit international signifie que quand vous allez dans un pays souverain, vous adressez aux autorités de cette autorité-là. Nous, on n'aurait pas, si un ministre français venait rendre visite à Genève, etc., personne n'accepterait ça. D'abord, il doit demander l'autorisation à Berne, et puis Berne enverra quelqu'un, etc. Tout passe par Berne, mais ça ne se fait pas comme ça, de manière bilatérale. Pardon, ouais. Oui. Pour être un peu sous vos accords, vous avez oublié le mémorandum de 94 dans votre... Non. Parce que vous parlez de droit. Oui. La Russie, comme vous dites, un pays gentil qui respecte... J'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit que c'est un pays gentil. C'est pas grave. On est des accords de 94, qu'est-ce qui stipulait? Alors, le mémorandum de 1994, d'abord, c'est un mémorandum. C'est pas un traité. Il était signé. C'est un mémorandum. Il n'a pas la même valeur juridique qu'un traité. Première chose. Le mémorandum de 1994 a été fait à la demande des Américains pour que les Ukrainiens restituent
les armes nucléaires qui étaient sur leur territoire et les remettent à la Russie de façon à ce que la Russie les détruise. Et en échange de cette restitution, il était écrit que la Russie garantissait les frontières, etc. Mais, il y a un mais. De nouveau, c'est un, et ça a été confirmé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadrice allemande, de nouveau je le cite dans mes livres, c'est l'ambassadrice d'Allemagne à Kiev qui a bien précisé que le mémorandum de 1994 n'est qu'un mémorandum, c'est-à-dire qu'il n'est pas du droit international. C'est un accord bilatéral. C'est tout. Accord bilatéral, il y avait les Américains, les Anglais, la Russie. Oui, mais ça reste un accord bilatéral. C'est un Il y accord. avait l'accord de désarmement de 1997 aussi. Qui Non, garantissait alors attendez, c'est pas un accord de désarmement. Il faut bien préciser, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est un accord de paix, de coopération et d'amitié, le traité de 1997. Et formellement, selon le droit international, le traité de 1997, d'abord il prévoyait plusieurs choses. D'abord il prévoyait le respect des minorités en Ukraine, le respect des spécificités culturelles des minorités, les spécificités linguistiques, etc. etc. Et il prévoyait, c'était le seul traité dans lequel la Russie, traité, comprenez bien ce que je dis, je n'emploie pas les mots au hasard, c'est le seul traité dans lequel la Russie reconnaissait les frontières de l'Ukraine. Mais quand vous citez le traité de 1997, monsieur, parce que je subodore dans votre question que vous allez me dire que je suis un amateur de Poutine et poutinolâtre. Vous avez le droit de le penser. Mais si vous le dites, vous mentez. C'est la seule chose, vous avez le droit de le penser. Mais si vous le dites, vous mentez. Je reviens à mon traité de 1997, parce que vous le citez. Mais ce traité, il a été aboli. Il n'existe plus. Il n'a pas du tout été renouvelé. Il a été renouvelé en 2019. Non. Il a signé. Il a été aboli, et vous savez par qui? Par les Ukrainiens. Ouais, ils se sont attaqués. Non, pas quand ils sont attaqués, rien du tout. Mais non, non. Stipulait cet accord. Et je vais vous dire pourquoi il a été annulé. C'est Petro Poroshenko, durant la campagne présidentielle, quand il a vu que Zelensky allait se faire élire, que Zelensky avait comme programme de faire la paix avec la Russie, Poroshenko lui a savonné la planche. Et entre les deux tours de l'élection présidentielle, il a aboli le traité d'amitié. Ce qui fait que le seul traité qui reconnaissait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, où la Russie reconnaissait, il était aboli par les Ukrainiens eux-mêmes. Oui, bon, en 2019, ils ont déjà attaqué en 2014. Ils avaient déjà... Non, il n'y a pas eu d'attaque. Si, ils ont attaqué l'invasion. Il n'y a jamais eu de séparatistes au Donbass. Monsieur Igor Strenkov n'est pas un séparatiste. Monsieur, attendez, on va venir tout de suite. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. En 2014, après l'abolition de la loi Kivalov-Kolynechenko sur les langues officielles, une loi de 2012 qui a été abolie, ça a été le premier acte législatif des nouvelles autorités de Kiev. Ils ont aboli cette loi. Et à ce moment-là, vous avez tout le sud du pays qui s'est soulevé. Et vous avez eu, ça c'est une vue de septembre 2014. Vous n'avez pas seulement les deux républiques du Donbass, vous avez la république d'Odessa, de Kharkov, de Donetsk, de Lugansk. Tous ces peuples se sont soulevés. Vous avez des manifestations dans tout le sud du pays. Et il a fallu à ce moment-là intervenir avec l'armée. C'est là où l'armée n'ayant pas suffi, parce que d'abord beaucoup de membres des forces armées ukrainiennes étaient russophones, donc ils ont passé du côté russe. Il a fallu compléter par ces paramilitaires
que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'eux étaient fidèles. C'est pour ça qu'il y a eu les paramilitaires. C'est pas simplement par la volonté du Saint-Esprit, c'est que l'armée ne suffisant plus, alors je pourrais vous montrer les statistiques des désertions, etc. dans l'armée ukrainienne à ce moment-là. Il a fallu compenser par quelque chose, et on a créé ces paramilitaires qui étaient effectivement des paramilitaires, qui n'étaient pas inclus dans les forces armées, qui combattaient à leur côté, mais qui n'étaient pas inclus. Ça, c'est l'image. Quand on parle des forces russes, là, vous voyez, c'est le Kiev Post, c'est pas le Kremlin, c'est pas Jacques Beau. Selon le SBU, c'est-à-dire le service de sécurité intérieure ukrainien, il n'y a que 56 Russes qui ont participé à des actions militaires. Il n'y a pas d'invasion. L'invasion dont vous parlez, je ne sais pas à quoi vous parlez. Strelkov, c'était un séparatiste. Je ne sais pas ce que c'est Strelkov, mais c'est un bonhomme. C'est pas une invasion russe. C'était l'île de Wagner. Mais non, mais ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas, ça existait déjà. Non. Bon, écoutez, on a entendu. On a entendu. Vous comprenez, et je vais même plus loin. Le chef de l'état-major général ukrainien. На сьогоднішній день ми маємо такі факти участі окремих військовослужбовців Збройних Російської Федерації, громадян Російської Федерації в складі законних збройних формувань бойових дій. Бойових дій з підрозділами регулярної російської армії на сьогоднішній день ми теж не ведемо. У нас достатньо сил та засобів для того, щоб Voilà. C'est juste après la signature des accords de Minsk II. Comprenez, on a raconté des choses. J'étais à l'OTAN à ce moment-là et j'ai eu tous les messages sur ce qui se passait à ce moment-là. Il n'y avait pas de troupes russes en Ukraine. Il y a eu des soldats russes. Il y a eu des gens qui sont venus, comme il y avait des soldats suisses qui allaient se battre en Bosnie. Exactement la même chose. Puisque vous aviez des gars qui partaient du Tessin le samedi matin ou le vendredi soir avec un fusil d'assaut dans le coffre, ils allaient descendre quelques Bosniaques pendant le week-end et ils revenaient le lundi. Même chose, exactement la même chose. Ces gens ont été arrêtés d'ailleurs, la télévision ukrainienne les a montrés, donc on connaît tout ça. Donc c'était ça, mais il n'y a pas eu de troupes russes. Mais on a raconté ça parce qu'il a fallu donner une justification au déploiement de troupes qu'on faisait contre la population ukrainienne. Bon, oui. Pour qu'on puisse avoir une avancée, puisqu'après il y a encore une mise au point sur l'Arménie au Karabakh. Je propose que Madame ait la parole, ça fait longtemps qu'elle lève le doigt, puis après Monsieur, puis après on devra lui céder la parole, puisque c'est le timing qui est prévu dans un quart d'heure si vous voulez prendre la parole. Bonsoir. Pour déplacer le débat chez les grands oubliés de ce monde, qu'est-ce que vous pensez du rapprochement entre l'Afrique et la Russie? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une période transitionnelle et dans une redistribution de l'ordre international? Alors oui, mais je pense que le point de départ de ça n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un comment dire, un accélérateur, oui, un catalyseur. Un catalyseur du phénomène. Mais on l'avait déjà vu avant. Et d'ailleurs, les problèmes entre la France et le Mali avaient déjà souligné ça, on est bien avant l'affaire de l'Ukraine. Mais ça s'est accentué. Pourquoi ça s'est accentué? Parce que, vous savez, les gens, certains d'entre vous montrez qu'ils lisent les informations d'une certaine manière. Mais en Afrique, les gens plus à distance, ils ne regardent pas les choses de manière très émotionnelle, parce que pour eux, le continent européen, c'est un continent que lointain. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le connaissent pas. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai rencontré au milieu de la jungle des gens, je parle du Congo à ce moment-là, de gens qui comprenaient et qui connaissaient la politique européenne presque mieux que beaucoup d'Européens. Parce que c'est des gens qui écoutent la radio, c'est des gens qui lisent, c'est des gens qui sont beaucoup plus éduqués qu'on l'imagine. Et quand Joseph Borrell pense que les Africains ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe en Europe, eh bien, ça n'est rien d'autre qu'un vulgaire raciste, parce qu'en fait, moi j'ai passé près de 6 ans de ma vie en Afrique, en grande partie en Afrique du Nord, et
peut vous dire que vous avez des gens qui sont extrêmement au fait de la politique européenne, mais qui la voient avec plus de distance, parce qu'eux, ils ne sont pas impliqués. Vous comprenez, ici, on a l'impression d'être dans le monde de l'Ouest qui se bat contre la Russie, etc. Eux, ils ne sont pas dans ce monde-là. Et ils ne veulent pas l'être. Ils ne veulent pas l'être. C'est pour ça que quand on vient et on dit vous devez participer aux sanctions, ils disent non, mais ce n'est pas notre problème. Nous, c'est faites vos affaires entre Européens, vous nous avez assez causé de problèmes, maintenant faites vos problèmes entre vous, mais nous, ce n'est pas à nous de venir vous aider à résoudre des problèmes que vous avez créés, donc vous avez, en plus que vous avez des problèmes que vous avez créés chez nous. Et c'est exactement d'ailleurs ce que Jay Shankar, le ministre des Affaires étrangères indien, a dit l'année passée dans une conférence à Budapest. Il dit qu'il faut que les Européens commencent à comprendre que les problèmes, les problèmes de l'Europe ne sont pas les problèmes du monde et que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Voilà. Et c'est effectivement ça, il faut qu'on commence à comprendre, mais ça, on ne veut pas. Et on a voulu montrer, parce que, de nouveau, pour avoir cette victoire contre la Russie, il fallait avoir le monde entier, parce que si vous voulez sanctionner le Luxembourg ou la Suisse, c'est très facile, vous le faites facilement. Quand vous voulez sanctionner la Russie, il faut le monde entier. Et ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Et le problème, c'est que les Africains ont très bien compris qu'on les instrumentalisait dans cette affaire. Et ça a contribué au fait qu'ils disent non, stop. Là, vous avez vos problèmes, résolvez vos problèmes, mais c'est pas... Nous, on a des intérêts nationaux aussi. Typiquement, quand vous commencez... Vous avez des relations commerciales avec la Russie. Vous achetez, je sais pas, du pétrole à bon marché, ou je sais pas quoi à bon marché. Et puis que vous décidez du jour au lendemain, non, on n'achète plus chez vous, on achète plus cher ailleurs. Attends, ça a des implications pour le pays. Nous, alors, que les pays européens soient prêts à faire cet effort, c'est leur affaire, mais les pays africains, ils ont aussi le droit de privilégier leurs intérêts nationaux par rapport aux intérêts d'Européens. Et c'est la raison pour laquelle le conflit ukrainien a été finalement un catalyseur de cet écart, parce qu'eux ne veulent pas être impliqués. Et ils préfèrent... Vous savez, j'ai passé en tout 4 ans... j'ai passé, comme je dis, 6 ans en Afrique, mais j'ai passé 4 ans dans 2 pays qui étaient des priorités de la Chine. C'était le Soudan et c'était le Kenya. De 2 pays qui étaient des priorités. Ils travaillaient pour l'Union africaine au Kenya et pour les Nations unies au Soudan. Et là, dans les deux pays, la Chine avait des projets monumentaux. Quand vous alliez à ce moment-là dans ces pays, il y avait des milliers de travailleurs chinois qui étaient là. Vous ne les voyez jamais. Jamais. Parce que les Chinois, vous leur donnez un grand projet, ils viennent, ils font leur truc et ils repartent. Ils ne viennent pas s'infiltrer dans votre politique ou après profiter pour venir dans tel truc, etc. Non. Vous leur donnez un mandat, ils font le mandat et ils repartent. Et c'est ce que veulent les Africains. Les Africains, aujourd'hui, pour développer leurs économies, ils ont besoin de quoi? D'infrastructures. Au Soudan, les Chinois ont construit le 2e plus grand barrage du monde. C'est au moment où ils construisaient le barrage des 3 gorges en Chine. Et ils ont construit un barrage sur le Nil, qui est le 2e plus grand barrage du monde, sauf erreur, sur le Nil. Et en Kenya, ils ont construit toute une infrastructure ferroviaire, notamment pour pouvoir transporter les hydrocarbures, etc. Enfin bref, je passe sur les détails. C'est 2 projets titanesques d'infrastructure que les Occidentaux ne font pas. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, quand ils vont dans un pays, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour faire... Les Chinois sont plus à long terme. Ils disent, on construit vos infrastructures, comme ça on pourra développer du commerce avec vous. Les Européens ne sont pas comme ça. Eux, ils veulent tout de suite un bénéfice. Parce que c'est les entreprises qui font ça. Une entreprise, elle ne vient pas construire des routes. Ça ne rapporte rien de construire des routes. Ni les ports, ni des choses comme ça. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça que la crise ukrainienne a mis en évidence pour les pays africains, notamment, pas seulement, mais les pays africains, l'intérêt de travailler avec les Russes qui savent très bien faire la part des choses entre le conflit, et d'ailleurs on voit que la diplomatie russe, et la diplomatie chinoise d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, est extrêmement dynamique et qu'elle ne s'enferme pas dans le conflit
ukrainien. On a l'impression que la diplomatie européenne et occidentale, d'une manière générale, elle est restée figée dans le conflit ukrainien. Tout ce qui se passe dans la diplomatie européenne, elle est liée au conflit ukrainien, elle n'arrive pas à en sortir. Alors que vous avez du côté chinois, du côté indien bien sûr, mais ils ne sont pas directement impliqués, mais et la Russie, vous avez une diplomatie qui travaille sur plusieurs terrains, qui essaye d'étendre des réseaux, de recréer des réseaux. Tout ce qu'on a coupé à l'ouest, ils les recréent. Donc ils ont une politique étrangère qui est beaucoup plus dynamique et qui finalement montre que les Russes font la part des choses que n'arrivent pas à faire les Européens. Et voilà pourquoi, effectivement, je pense que cette crise a contribué à stimuler, si vous voulez, ce monde parallèle, en quelque sorte, hein, ce monde alternatif, ou cette, dépolarisation du monde. Et je pense que c'est une bonne chose, personnellement. Michel. Alors, j'aurais une question plus géopolitique, une question à 4 niveaux. Je voulais savoir un peu si vous souscriviez à l'idée que derrière le conflit ukrainien, dont vous avez considéré qu'il était inévitable, je pense en partie qu'il était inévitable, mais que c'était en même temps un piège. Mais si on s'intéresse à la littérature stratégique américaine des années 90, très intéressante, est-ce qu'on peut interpréter cette guerre comme une tentative de destruction absolument définitive du projet européen en tant qu'Europe puissance? Et en ce sens-là, le pays qui était spécialement visé, c'était l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en empêchant une alliance stratégique durable autour de l'énergie entre l'Allemagne et la Russie, en fait, on rendait impossible l'idée d'une Europe stratégiquement forte. Ça, c'est une première question. Je mets ça en relief et en relation avec une autre dimension qui est la place ou l'influence des énergéticiens américains, notamment dans tout ce qui est gaz, pétrole de schiste, qui se disputaient notamment le marché européen. C'est-à-dire qu'en éjectant les Russes, et je pense à Nord Stream, en fait, on a le principal gâteau à récupérer. Et en même temps, ça recoupait aussi les intérêts, comment dirais-je, la vision stratégique mondiale des États-Unis, notamment sur le fait d'arriver à contrecarrer le projet des nouvelles routes de la soie, où l'axe russo-ukrainien était fondamental. Et je terminerai par rapport à la remarque qui a été faite sur le lien avec l'Afrique, parce que c'est très intéressant, c'est que dans les conséquences du conflit qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, en silence ou en dormance, un conflit sud-nord qui était latent, et qu'en fait la Russie a servi en quelque sorte de facteur X et a bouleversé les équilibres, ouvrant la possibilité aujourd'hui au sud global de s'affirmer, et ce qu'on voit à travers la dédollarisation ou l'émergence d'une espèce de contre-société internationale, contre-ONU, qui est en train de se construire, en est finalement l'expression la plus spectaculaire. Alors merci pour cette question gigogne. Et on va commencer par la première qui finalement domine un peu tout. Alors vous faites référence à vos lectures, vous faites certainement référence à Brzezinski. Alors, moi, je ne suis pas un adepte de l'influence de Brzezinski sur ça. Je connais les livres qu'il écrit, Grand Échiquier, etc. Je ne suis pas si convaincu que ça. Il y a d'autres facteurs qui me semblent plus importants que lui. D'abord, lui, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et il a réécrit un livre après, dans lequel, ou un article, je ne sais plus c'était dans quel... maintenant, tout se brouille un petit peu, mais il a reconnu qu'en fait, ce qu'il avait écrit était une erreur de réflexion. Et je pense qu'il a eu bien fait d'avoir c'est une erreur de réflexion. En revanche, il y a d'autres choses qui sont correctes. Le plus important, et c'est la fameuse doctrine Wolfowitz. Ça, c'est peut-être le plus important. La doctrine Wolfowitz, c'est une doctrine qui est apparue au début des années 90 sous le nom d'un sous-secrétaire d'État à la Défense qui s'appelait à l'époque Wolfowitz, comme son nom l'indique, et qui en substance disait la chose suivante. Bon, on était donc au tout début des années 90, le pacte de Varsovie venait de s'effondrer, la guerre en Irak avait montré le succès de l'Occident, etc., et l'importance des États-Unis. Et là, Wolfowitz dit qu'il faut profiter de cette dynamique. On est actuellement à un moment où on a plus d'adversaires, la Chine n'existait pas encore à ce moment-là, la Russie n'existe plus, ou l'URSS n'existe plus, il reste comme seule puissance les États-Unis. Et ça doit être notre position, et il faut tout faire pour garder cette position.
Et ça, c'est la doctrine Wolfowitz. Et vous l'avez d'ailleurs, on voit que Joe Biden, d'ailleurs, est revenu avec ça, puisque dans son discours à l'État de l'Union, dans l'État de l'Union du 31 mars 2021, il écrit le reste du monde se rapproche de nous, se rapproche très vite, pour ne pas permettre que ça arrive. Donc il s'agit simplement, il faut éviter qu'il y ait des compétiteurs, donc il faut abaisser la tête des compétiteurs. Ça, c'est l'idée, je pense, maîtresse des Américains. Mais je ne pense pas, par contre, pour arriver à la question suivante, sur la question de l'Allemagne, les Américains ont toujours, et déjà dans les années 80, et je mentionne d'ailleurs dans un de mes livres, des rapports de la CIA, on avait en 1982 déjà, ou 86, où les Américains disaient il faut éviter un rapprochement de l'Allemagne et de la Russie. Parce que la Russie, l'Allemagne est dépendante énergétiquement, ça c'est le rapport de la CIA, c'est un National Intelligence Estimate de la CIA qui a été écrit, et à ce moment-là, déjà, l'Allemagne était en plein développement, plein boom économique, et il lui fallait de l'énergie, et cette énergie, elle pouvait l'avoir en Russie, et depuis les années 60, la Russie lui fournissait. Mais le problème, là, n'était pas d'abattre l'Allemagne. Le problème était simplement que les Américains ont pensé que s'il y avait des liens trop étroits qui se créaient entre l'Europe occidentale et la Russie, qu'à terme, ça nuirait à la relation transatlantique. C'est ça leur problème. Ils voulaient que l'OTAN reste un truc fermé, si vous voulez, et qu'il n'y ait pas de connexion, qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'amitié avec le monde. Sinon, en cas de guerre, vous avez des pays... Il ne faut pas oublier que s'il y avait eu une guerre pendant la guerre froide, on a de la peine, nous, à comprendre ça en tant que Suisse. Mais s'il y avait eu une guerre pendant la guerre froide, elle se serait passée sur l'Allemagne. C'est pas pour rien que les mouvements pacifistes sont sortis d'Allemagne au début des années 80. Parce que s'il y avait eu une guerre en Europe occidentale, elle serait passée en Allemagne. Et donc, à l'époque où il y avait encore une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest, donc ça aurait été l'OTAN qui attaque en Allemagne de l'Est ou le pacte de Varsovie qui attaque en Allemagne de l'Ouest. Mais dans tous les cas, c'est l'Allemagne qui dégustait. Raison pour laquelle les Américains savaient très bien, et les Américains savaient très bien les liens affectifs et culturels et tout ça qu'il y avait entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et ils se sont dit, il ne faut pas que ça puisse déboucher à une fissure dans l'OTAN. Et c'est ça leur souci. C'est pas tellement d'abattre l'Allemagne. Ça, c'est comme ça qu'on l'a interprété après. Mais je ne pense pas que c'était... L'Allemagne est un dommage collatéral pour les Américains. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Américains voulaient la destruction. Pas plus qu'ils veulent la destruction de l'Europe. Ça, je ne pense pas. Je pense qu'ils veulent éviter que ce soit un compétiteur, mais ça, ils savent que ce ne sera pas un compétiteur. Ils savent que ce ne sera pas un compétiteur. Ça n'a pas été depuis le début des années 90, donc il n'y a pas de raison que ça le devienne. Et quand vous voyez où va l'Europe, ils n'ont pas de souci à se faire, ils savent très bien. Non, je ne pense pas que les Américains voulaient viser l'Europe. Ils voulaient viser la Russie, et ils voulaient viser la Russie pour une bonne et simple raison. Parce que, et de nouveau, je n'invente rien, hein, ça a été écrit déjà depuis 2 ou 3 ans, on a des gens qui ont réfléchi à cette chose-là. L'idée, les Américains ont leur focus, c'est la Chine. C'est la Chine. Mais ils ont très bien compris que si la Chine entrait en conflit avec les Américains, elle se chercherait des alliés. Et que, inévitablement, l'allié le plus évident pour la Chine, c'est la Russie. Et que la Russie, c'est un immense réservoir de matières premières, de tout ce que vous voulez, de technologie. Les capacités de la Russie sont énormes, absolument énormes. Et ils ont compris que, parce qu'on a souvent dit, depuis le début de cette compréhension, on a dit, ouais, c'est un mauvais calcul des Américains, parce que, comme ça, maintenant, la Chine et la Russie se mettent ensemble. Mais l'idée n'était pas celle-là. L'idée, c'était d'affaiblir la Russie pour qu'elle ne soit plus un partenaire utile ou intéressant pour la Chine. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il existe un projet américain, et vous avez eu 5 conférences l'année passée sur cette question, donc on n'est pas sur des digressions d'intellectuels, on est sur quelque chose qui est d'ailleurs piloté par le département d'État américain, c'est ce qu'on appelle la décolonisation de la Russie. C'est-à-dire, c'est un projet qui vise à démembrer la Russie
Alors, dans mon livre « L'Ukraine en guerre et paix », je mentionne, il y a 2 cartes que je montre, parce que c'est les 2 cartes qui viennent d'ailleurs des sites officiels, hein, c'est pas moi qui les ai créées. C'est 2 cartes, et il y a une carte à 18 composants, si vous voulez, ou décomposants de la Russie, et un autre c'est à 35. Alors, je ne sais pas quel modèle ils veulent choisir, mais l'idée, en tous les cas, c'est de démembrer la Russie, pour qu'elle ne soit plus un partenaire pour la Chine. C'est ça le but du truc. C'est ça. Et de nouveau, l'objectif des Américains, ça reste la Chine. Et ils ont besoin d'une Europe forte pour ça. Ils ont besoin d'un partenaire pour ça. Et le seul partenaire qu'ils peuvent avoir, c'est l'Europe. Donc je ne crois pas personnellement que les Américains, l'effet de leur stratégie, ça va être d'affaiblir l'Europe, certainement. Mais je ne pense pas qu'on a des gens qui soient très bien réfléchis à la tête. Quand on voit la manière erratique dont sont dirigés les États-Unis en tant que pays, mais aussi la politique étrangère américaine, on constate qu'on n'a pas des gens extrêmement brillants à la tête. Et je pense que c'est plutôt des erreurs de calcul qu'autre chose. Mais je ne pense pas que l'idée, à la base, était de détruire ni l'Allemagne, ni l'Europe. Mais ça va être des dommages collatéraux, sans aucun doute. En grande partie parce que les Européens, eux, ont réagi au conflit en Ukraine sans réfléchir à leurs propres intérêts et en réfléchissant uniquement aux intérêts américains. Et en mettant de côté leurs propres intérêts. Et puis aujourd'hui, on a les pays européens qui commencent à se réveiller. On a la Hongrie, vous avez la Slovaquie, et tout ça. Les gens commencent à se dire, attention, là, on va où? Et la Pologne même, parce que même la Pologne, qui était pourtant le plus grand allié de l'Ukraine aujourd'hui, commence à rétro-pédaler, à se dire, attention, mais on va où exactement? Alors, les Polonais restent très nationalistes, très anti-russes, il ne faut pas non plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ils ne vont pas changer de camp comme ça, mais ils ont compris aussi que la direction dans laquelle on va n'amène pas à la résolution de leurs propres intérêts nationaux. Et c'est là, donc je pense que les Américains ont tout simplement pas calculé. Et d'ailleurs, j'ai cité l'exemple de la Rand Corporation, je vous ai montré ce rapport. Dans ce rapport, tout ça est écrit en toutes lettres. Je ne vous ai pas montré ces passages, mais les risques sont écrits. D'ailleurs, dans ce rapport de la Rand Corporation, il est écrit que si on applique la stratégie proposée, l'Ukraine va perdre des territoires, va avoir des pertes humaines énormes, et sera contrainte à une paix qu'elle ne voudra pas. C'est écrit en 2019. Et c'est écrit aussi, je peux peut-être venir sur la question, je vais vous montrer que la Rand Corporation avait été très loin. Voilà, l'efficacité des sanctions contre la Russie. Certains analystes affirment que la Russie n'a pas les ressources nécessaires pour un conflit plus intense. Cette hypothèse semble exagérément optimiste. Le rapport de la Rand Corporation avait très bien identifié qu'on était en train de tirer des plans sur la comète. Les mesures géopolitiques visant à inciter la Russie à se surpasser comportent des risques importants. Seules quelques-unes sont susceptibles de faire flancher la Russie, car Moscou ne cherche pas la parité avec les États-Unis. Et c'est là où on a tout le discours occidental que la Russie essaye de revenir l'Union soviétique et se mettre à l'égalité. Le Rand Corporation dit non, c'est pas du tout ce que cherchent les Russes. Et donc, à partir du moment, je reviens à ce que disait Sun Tzu, quand vous ne comprenez pas votre ennemi, vous avez toutes les chances de perdre. C'est en substance ce que nous dit la Rand Corporation. Et là, vous avez dans ce rapport, vous avez déjà tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Il y a tous, je vous ai montré ces mesures pour développer les problèmes en Ukraine, entre Azéris, etc., etc. Tout ça était des mesures proposées. Mais à côté de ça, il y a tout un chapitre sur les risques. Disons, vous a proposé ça. Mais si vous le mettez en application, faites attention. Parce qu'il va y avoir ça. Et ça, on n'a pas voulu le voir. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, on le savait très bien. Parce que, en définitive, comprenez, l'idée que la Russie... on parle toujours de cette Russie faible, etc. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est évidemment pas le cas. D'ailleurs, si on continue un petit peu... si on regarde un petit peu, vous avez comment c'est Goldman Sachs, les prévisions pour Goldman Sachs sur la Russie et puis l'Europe pour 2023-2024, on voit bien qu'on est à l'opposé de ce qu'on imaginait.
on a élaboré une stratégie basée sur des rêves. On a fait de la méthode Coué, du wishful thinking, comme on dit en anglais. Voilà ce qu'on a fait. Et ça, le rapport le disait clairement. Pardon. Oui. Vous n'êtes pas totalement en opposition, me semble-t-il, parce que le point où vous rejoignez, c'est que, effectivement, à défaut de vouloir détruire l'Europe, il faut absolument limiter l'influence de la Russie, contrôler l'Eurasie et empêcher que l'Europe sorte de l'orbite atlantique. Ça, c'est quand même un point net. Et d'ailleurs, il y a quand même un illustre, en dehors de Brzezinski, il y a George Friedman qui n'arrête pas de le répéter. Oui, mais bien sûr, mais ces gens ne sont pas aux affaires. C'est pour ça que pour moi, j'accorde plus d'importance à Wolfowitz, qui est d'ailleurs quelqu'un qui était aux affaires, qui est donc dans le gouvernement, qui a une doctrine qui continue à imprégner, comme on l'a vu. Et ça va, c'est beaucoup plus simple que ça. Tous ces Brzezinski, il y a des réflexions, on peut les partager ou non, il a écrit, mais c'est son opinion. Mais ça a été mis en œuvre. Depuis 1997, l'extension de l'OTAN est connue, c'est la feuille de route de Brzezinski. Oui, mais vous voyez, vous pouvez aussi prendre de l'autre côté, vous pouvez dire aussi ce que voulaient les Russes. Parce que les Russes, ils n'étaient pas opposés à l'extension de l'OTAN. Le problème n'est pas l'OTAN. Non, jusqu'à la Yougoslavie-Serbie. Non. Il y a quand même un tournant, parce qu'à partir de la Serbie, ils ont compris que ça devenait mais c'est pas une menace. Mais c'était pas l'OTAN au sens institutionnel, mais c'était l'action de l'OTAN. De nouveau, alors il faut de nouveau être précis sur les termes. D'abord, quand on parle de l'OTAN, même dans le cadre du conflit ukrainien, c'est pas l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN. Oui. Vous savez, Stoltenberg, j'ai travaillé 5 ans, je connais bien Stoltenberg, travaillé 5 ans à l'OTAN. Stoltenberg, il décide rien. Je sais. Il ne peut rien décider. Parce que la partie politique, il y a une partie militaire qui est dirigée par l'Américain, ce qui est normal, puisque, comme j'ai dit, la finalité de l'OTAN, c'est la capacité nucléaire. Et comme c'est les Américains qui l'ont, c'est normal que la conduite soit américaine. Très logique. La conduite politique, elle est collective. C'est les 30 membres de l'OTAN qui décident par consensus. Donc s'il y en a un qui dit non, au revoir. Typiquement, quand la Suède a voulu faire partie de l'OTAN, la Turquie dit non, terminé. Voilà, c'est par consensus. Stoltenberg, il n'a rien à dire là-dedans. Rien du tout. Ursula von der Leyen, elle a plus de pouvoir que Stoltenberg. Stoltenberg, il n'a aucun pouvoir. Rien, zéro. Zéro. Le seul pays qui donne le là dans l'OTAN, c'est les États-Unis. Et quand vous allez lire à l'OTAN, vous avez toute une aile de l'OTAN qui est dévouée dévolue plutôt à la mission américaine. Les autres pays se partagent le reste. C'est monumental la mission. Pourquoi? Parce que c'est eux qui dirigent l'OTAN. Donc quand on parle de l'OTAN en Ukraine, c'est formellement faux. Ça n'est pas l'OTAN. Ce sont les États-Unis, ce sont les Britanniques, ce sont les Français, ce sont les Allemands, ce sont les Polonais, mais ce n'est pas l'OTAN en tant qu'organisation. Ça, je pense qu'il faut bien le dire. Et donc, les Russes savent très bien tout ça. Ils savent très très bien tout ça. Et les Russes n'étaient pas opposés à une extension de l'OTAN, comme j'ai dit tout à l'heure, à condition, dans leur vision, et je pense qu'ils étaient beaucoup plus visionnaires que nous, parce que nous les Européens, nous les Occidentaux, parce que nous on a voulu profiter d'une situation. D'abord on a dit que les Russes avaient perdu la guerre froide. C'est pas vrai, ils n'ont pas perdu la guerre froide. C'est le régime communiste qui s'est effondré, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Personne, vous savez, moi le jour où le mur est tombé, j'étais dans un bureau d'un conseiller à la sécurité nationale à Washington. Ce jour-là, avec une délégation. Le gars ne savait même pas ce qui s'était passé. Il n'a rien compris. Ils étaient dépassés par les événements. Ils n'avaient rien prévu de ça. Et d'ailleurs, ça a été dit à l'envi après, les Britanniques, les Américains, les militaires, les politiques ont dit on n'a pas du tout prévu ce qui s'était passé. Donc c'est pas une guerre qu'on a gagnée parce qu'on s'est battu, puis qu'on a voulu, etc. Non, c'est un truc qui s'est effondré, puis on s'est dit ah, bah, c'est effondré plus vite que prévu, et voilà, et on a été surpris, et on en a profité. Et on en a profité, mais on en a abusé. Parce que les Russes, eux, je pense qu'ils avaient cette vision que la fin de la guerre froide était l'opportunité pour commencer quelque chose de nouveau. Et nous, on n'a pas du tout vu ça.
Les Américains ont tout de suite dit, ben voilà, c'est tombé, et vous avez 2 ans plus tard la doctrine Wolfowitz, il faut garder les choses telles qu'elles sont, on est les meilleurs, on reste les meilleurs, et c'est ça. Et c'est ça qui a, en fait, après, influencé la manière dont a évolué l'OTAN, etc. Mais les Russes n'étaient pas contre l'OTAN, puisque eux-mêmes voulaient en faire partie, n'est-ce pas? Le problème, ça a été le vrai tournant, qu'on ne dit jamais, mais le vrai tournant, c'est le retrait des Russes des traités de désarmement à partir de 2002. Et à partir de 2002, des Américains, qui sont retirés de tous les traités de désarmement. Et à partir, vous pouvez voir, vous regardez, ça a été fait, tous les suivants, George Bush, Obama, Trump, tous ont retiré une partie, sont retirés d'une partie de ces traités. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Il n'y en a plus qu'un, c'est le traité New Start qui reste plus ou moins en vigueur, mais que personne ne veut mettre en activité parce qu'on n'a plus confiance. Mais le traité existe. Donc, les Russes, c'était pas du tout... Vous savez, les Russes, ils étaient, à la fin du communisme, leur souci, c'était pas de rétablir la grandeur, etc. C'était de mettre à flot leur économie. Et donc, ils avaient... La guerre froide, pour eux, c'était tempi passati, il fallait se tourner vers l'avenir. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand on dit que Vladimir Poutine regrette la période du communisme, parce qu'il a dit que c'était la grande catastrophe, d'ailleurs, si vous lisez le texte, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'était une catastrophe pour les citoyens russes. Parce que les citoyens russes, du jour au lendemain, passaient d'un système où vous aviez la sécurité sociale partout, et puis que tout était garanti, pas de chômage, le boulot, tout ça, puis vous tombez tout d'un coup dans un système qui est un capitalisme vraiment sauvage, ça devient une catastrophe pour les individus. Et quand Poutine écrit que ça a été la plus grande catastrophe du XXe siècle, il ne parle pas au sens du communisme, c'est un anticommuniste farouche, Poutine. En revanche, il dit que ça a été une catastrophe pour la société russe, parce que du coup, elle a été abandonnée, elle a été laissée à elle-même, et puis c'est la période, vous vous rappelez, on avait les mafias, tchétchènes, ingouches, et je ne sais pas quoi encore, qui se battaient dans Moscou. Moi, j'étais là-bas, on voyait les gars qui se tabasser dans les bistrots, enfin j'entends, c'était vraiment le Far West, littéralement. Et cette période-là, c'était la catastrophe, c'est ça la catastrophe, mais c'est pas la chute du communisme. Mais aujourd'hui, évidemment, on sort la phrase du contexte pour dire, ben voilà, il veut restaurer, comme c'est la grande catastrophe, il veut refaire l'URSS, etc. Ça, voilà, c'est du conspirationnisme. Merci. Bon, étant donné qu'on doit laisser la parole à Kamela, on va le faire. De toute façon, il y a des livres de Jacques Beau pour ceux qui veulent rentrer dans les détails qui sont en vente. Il y a des livres proposés par le JT aussi. Si vous cherchez des informations complémentaires, il y a des vidéos de Jacques Beau qui est passé à Sud Radio et à peu près partout. Vous retrouvez toutes ces interventions pour compléter ce qu'il a dit. En tout cas, merci, y compris parce que ce débat n'a pas été monocolore. Il y a eu de la contestation et la vérité sort de la confrontation. La confrontation, ça n'est pas l'affrontement, mais une nuance. Donc merci Jacques Beau. Et puis maintenant, on va laisser la parole à Kamela. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. En fait, ce que je vais dire, ça va faire partie de ce qu'il a développé, Jacques, dans son intervention. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, quelque part, fait partie de ce plan dont Jacques a mentionné, Rand Corporation. Juste avant de passer à ça, une petite information sur ce qui est de cette guerre, conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a commencé qui date de 1988, et que après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, il y a certains nationalismes qui a commencé dans l'ex-Union soviétique, et le plus sanglant, c'était entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, autour de Haut-Karabakh. Karabakh, c'est une région montagneuse qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplée majoritairement